Chahut Média. Mars 2026. On se rend à un débat dans un lieu culturel, la Maison Rousseau, au centre de Genève. Le sujet, le nouvel antisémitisme. Donc on essaye vraiment de provoquer des débats contradictoires dans la sérénité, vraiment dans la paix. Le contexte, on le connaît. Depuis les massacres du 7 octobre 2023 et la terrible réplique israélienne sur Gaza, les actes antisémites et islamophobes progressent simultanément en Europe. Des mosquées vandalisées, des synagogues attaquées, des juifs harcelés dans la rue, des femmes agressées pour leur voile, en Suisse aussi. Un nouvel antisémitisme est-il né le 7 octobre ? Si nous posons cette question, c'est que, vous le savez tous, l'antisémitisme flambe. De la même manière, l'intolérance, les menaces, tout ça déchire nos sociétés. La salle est pleine. On se glisse au dernier rang, 2 places libres, et devant nous, une rangée entière occupée par un groupe de militants. Dès le début, l'ambiance est tendue. Ils soufflent, s'agitent, murmurent, et quand l'un des intervenants évoque une partie de sa famille décimée pendant la Shoah, un rire fuse. Quand il aborde la naissance d'Israël, quelqu'un parmi le groupe crie « extrémiste ». Alors bien sûr que c'est inquiétant, c'est le retour du refoulé, des choses qu'on n'osait pas dire et qu'on dit maintenant. Dans la salle, la tension est palpable. Quand vient le moment des questions, elle devient insupportable. Certains se lèvent et invectivent. La soirée est écourtée. Aucun dialogue n'est possible. Entendons-nous Tous les milieux universitaires m'ont dit ça, mais moi j'aimerais juste quand même... Là, vous essentialisez un petit peu tout. En rentrant, on ne dit pas grand-chose, Carole et moi. Mais un truc nous travaille. Ces gens qui criaient dans la salle, ce qu'ils entendaient peut-être, c'était ça, une conférence sur l'antisémitisme délivrée sans un mot sur ce que vivent les musulmans aujourd'hui. Comme si parler d'une souffrance sans nommer l'autre revenait à nier cette dernière. Et de l'autre côté, le miroir. Des juifs qui, eux, ont le sentiment qu'on minimise ce qu'ils vivent. 2 camps, 2 souffrances, et entre les deux, désormais, plus personne qui s'écoute, l'impossibilité du dialogue. Qu'est-ce qui nous arrive collectivement ? C'est la question qu'on s'est posée en rentrant ce soir-là, et c'est une question que l'actualité nous force à nous poser chaque jour. En Suisse, en France, partout en Occident, face à la montée des violences anti-musulmans et anti-juifs, parce qu'au bout, il y a des meurtres. C'est un attentat raciste et je crois que le mot n'a pas encore été prononcé, mais c'est un attentat islamophobe. Avec à la une, donc, les réactions à l'attaque d'hier contre une fête juive à Sydney en Australie où un père et son fils ont tué 15 personnes sur la plage de Bondi Beach. Islamophobie et antisémitisme, on a choisi de les examiner ensemble depuis 2 pays, la France et la Suisse. Pourquoi ? Parce qu'observer ces phénomènes, depuis 2 contextes différents, permet de distinguer ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève de la structure. Je suis Carole Harari, je suis juive de nationalité suisse et ce dont traite cette série, je le vis de l'intérieur. Je suis David Brunambert, français, ni juif, ni musulman. Ces violences, je ne les subis donc pas personnellement, mais face à ces racismes qui progressent simultanément, détourner le regard m'est impossible. D'où viennent ces haines ? Comment fonctionnent-elles ? Qui les utilise ? Contre qui ? Pourquoi sont-elles mises en concurrence ? Avec Jonas Pardo, directeur de l'association Boussole Antiraciste, nous sommes allés poser ces questions à des chercheurs, des chercheuses et des acteurs de terrain à Genève, Lausanne et Paris. Loin des polémiques, en pariant sur la complexité et la nuance, nous proposons leurs réponses et réflexions dans cette série en 3 épisodes afin de comprendre ce qui nous divise et ce qui pourrait nous réunir. Juifs, musulmans, tenir ensemble. Une série documentaire podcast produite et réalisée par Chahut Média, Carole Harari et David Brunambert. Conseiller scientifique, Jonas Pardo. Épisode 1. Les mécanismes de la haine. Avant de commencer, il faut se mettre d'accord sur les mots. Antisémitisme, islamophobie, racisme anti-musulman, ces termes sont contestés dans les médias, dans les milieux militants, chez les personnes directement concernées. Chacun est discuté, revendiqué, retourné.
C'est la première chose qu'on a demandé à nos invités. Quel mot signifie quoi ? On commence par antisémitisme, la parole à Jonas Pardo. L'antisémitisme, c'est une théorie qui va être formalisée au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. C'est là où on voit apparaître le mot dans des groupes, des ligues, mais aussi des partis politiques. Et c'est une idéologie politique qui affirme un projet de société qui entend résoudre les problèmes d'ordre économique et politique par l'exclusion des Juifs. Cette théorie, elle se fonde sur d'autres théories qui ont été créées dans l'Antiquité, sur une base religieuse. On parle d'antijudaïsme. C'est la thèse du peuple déicide, autour de laquelle vont se créer d'autres accusations. Les Juifs et l'argent, les Juifs et les crimes rituels, l'idée que les Juifs multiplieraient des actes d'inhumanité envers les enfants chrétiens pour prélever leur sang et en retirer des bénéfices, soit spirituels, soit matériels, soit des projets de malveillance. Passons maintenant au terme islamophobie. Celui-là est controversé, davantage en tout cas que celui d'antisémitisme. Dans certains cercles académiques, on lui préfère l'expression racisme anti-musulman. Ce débat peut sembler secondaire, il ne l'est pas. Le choix d'un mot plutôt que d'un autre dit quelque chose sur la façon de concevoir le phénomène. Il faut toujours définir les termes quand on fait de la recherche. Le mot islamophobie est un mot qui fâche. Nona Mayer, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de sociologie électorale, de l'extrême droite, du racisme et de l'antisémitisme. On a écrit un petit livre là-dessus qui s'appelle « Les mots qui fâchent » et islamophobie en fait partie. La critique, c'est, au fond, ceux qui utilisent le mot islamophobie, ils mettent à part les critiques de l'islam, ça interdit de critiquer la religion. C'est pas du tout notre point de vue. Le mot islamophobie, on l'utilise en sciences sociales. Ça a été lancé en Angleterre. Il y a eu un moment où il y avait une montée des préjugés et des actes anti-musulmans. Il y a un think tank qui a lancé ce terme d'islamophobie pour aller plus vite, pour dire préjugés envers les musulmans et envers l'islam. De même que vous avez judéophobie, négrophobie, romaphobie. C'est pas le meilleur des termes parce que c'est pas nécessairement de la phobie, de la peur. Mais aucun terme n'est parfait. Antisémitisme non plus, puisque c'est les sémites en général. Donc, prenons ce terme comme il est. Dans les sciences sociales internationales, sans état d'âme, on utilise islamophobie comme synonyme de préjugés envers les musulmans et l'islam. Point. Pour certains, ce débat sur les mots est en soi suspect, une façon de s'attarder sur les étiquettes plutôt que sur ce qu'elles désignent, voire de nier le phénomène en refusant de le nommer. La parole à Hamza Esmaili. Moi, j'utilise le terme islamophobie de manière assez spontanée parce que il me semble que le terme s'est imposé, que en fait cette éternelle tentative de défaire le terme cache mal plutôt une tentative de nier le phénomène lui-même. Hamza Esmaili, anthropologue des religions, spécialiste de l'islamophobie et des minorités musulmanes en Europe, Université de Lausanne. Je n'en fais pas un point essentiel. Quand on parle de racisme anti-musulman, j'accepte d'en parler dans ces termes-là également. Mais le terme islamophobie, pour moi, a un avantage. D'abord parce qu'il spécifie cette forme singulière de racisme. Et je crois que c'est un geste qu'on doit faire à chaque fois pour toute forme de racisme. C'est-à-dire à chaque fois spécifier quelle est la singularité de ce racisme destiné ou adressé à telle population, tel groupe. Et puis, second avantage pour moi, c'est que le terme islamophobie, il est à la fois assez ancien, hein, on a une généalogie qui est assez longue. En fait, en français, il est apparu dans les années 20, sous la plume, non pas de musulmans, mais d'administrateurs coloniaux qui se plaignent justement de l'islamophobie de leurs collègues dans l'administration coloniale. Effectivement, donc il y a beaucoup de débats sur les termes. Amir Dziri, docteur en théologie, directeur du Centre suisse Islam et Société, Université de Fribourg. Pourquoi il y a un débat très fort? Parce que la façon comment je définis les termes va aussi avoir un grand impact sur les mesures, la compréhension et après les mesures. Nous, on préfère le terme racisme anti-musulman pour peut-être 3-4 raisons. D'un côté, le terme de racisme anti-musulman, il permet aussi de considérer le phénomène de discrimination multiple. Donc, une personne peut être discriminée pour plusieurs raisons. Une fois pour une
affiliation religieuse, mais peut-être aussi pour des autres raisons de genre, d'origine ethnique, etc. Moi, dans la verbalisation, j'ai pas de problème avec le terme d'islamophobie. J'utilise indifféremment avec racisme anti-musulman. Rokhaya Diallo, journaliste, autrice, réalisatrice, militante antiraciste et féministe. Je sais qu'il fait l'objet d'une réserve, voire d'une grande résistance dans le contexte français, mais je sais aussi que c'est le terme qui est consacré, notamment dans les instances internationales. On parle d'islamophobie assez facilement et on sait ce que ça convoque. Donc pour moi, à l'évidence, l'islamophobie, c'est le racisme qui vise les personnes musulmanes et ça n'a rien à voir avec la relation ou l'appréciation qu'on peut avoir du fait religieux et de l'islam. La reconnaissance de l'islamophobie comme forme de racisme à part entière est récente et elle reste disputée. Donc c'est quelque chose qui est très très ancré à la fois dans l'inconscient collectif français et dans l'histoire de France, alors que l'islamophobie est toujours contestée comme à la fois étant légitime et comme pouvant faire l'objet d'une appréhension des institutions. D'ailleurs, le terme d'islamophobie, il est rejeté par la plupart des sphères institutionnelles et même antiraciste, c'est ce que je trouve assez inquiétant. Quand on est visiblement musulman et qu'on se promène en France, le risque qu'on prend, c'est d'être agressé, de se faire cracher dessus, de se faire arracher le voile. C'est la peur pour les enfants, pour leur mère. C'est l'humiliation aussi, c'est l'exclusion. Imaginez que vous soyez un enfant, un adolescent, et qu'on dise à votre mère qu'elle n'est pas bienvenue pour accompagner les sorties scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire sur la qualité de sa citoyenneté, en fait, et sur sa capacité, en fait, à finalement participer à votre vie scolaire et à vous former en tant que citoyen. Je ne sais pas comment on imagine former des citoyens qui soient engagés dans la vie publique quand on leur explique à longueur de journée que leur famille, que leurs parents, que leurs pratiques ne sont pas des pratiques dignes de la République. On diabolise en fait toutes les pratiques religieuses et musulmanes, le fait de manger halal, le fait de prier, le fait de faire le ramadan. On a vraiment l'impression qu'on doit se cacher presque pour pouvoir pratiquer notre religion de manière sereine. Et quand on est identifié comme étant pratiquant, pratiquante, et ben tout à coup on nous soupçonne d'être quelqu'un de dangereux ou quelqu'un d'arriéré même. En écoutant Rokhaya Diallo, quelque chose nous revient. Quelques jours plus tôt, à Paris, Jonas Pardo nous parlait d'autre chose, et pourtant c'était la même chose. On a toutes sortes d'actes à ces occasions. D'abord beaucoup de menaces, des insultes à des juifs dans la rue. On a des tabassages, des gens qui se font rouer de coups à la sortie de la synagogue. On a des dégradations de lieux juifs, que ce soit des restaurants, que ce soit des associations juives, que ce soit des synagogues, évidemment, mais aussi des écoles juives. On a les profanations de sépultures. On a des inscriptions, donc des tags à poser soit directement chez des individus, ça peut être des crachats sur les portes ou des inscriptions « Monsieur Cohen, je vais te tuer ». Ça peut être des lettres déposées dans les boîtes aux lettres, mais ce qu'on observe depuis de nombreuses années, on constate que les actes antisémites ont lieu presque pour moitié dans l'environnement de la victime, c'est-à-dire qu'il s'agit des voisins, certaines fois des collègues, mais aussi des camarades de classe. Camarades de classe. Camarades de classe. On aurait pu commencer par les chiffres, par le 7 octobre, par Gaza, par les attentats du 11 septembre, par l'année 2000 et la seconde intifada. On a choisi de remonter plus loin encore pour comprendre d'où viennent ces deux haines et pourquoi elles ne sont pas nées ensemble, ni de la même façon. Débutons par l'antisémitisme et par l'histoire. À la Révolution française, les Juifs de France obtiennent l'émancipation. Ils deviennent égaux en droit avec l'ensemble des citoyens après des siècles de persécution et d'exclusion. Ils sortent du ghetto où ils étaient parqués, ils se mêlent aux sociétés européennes, ils ne sont plus séparés, ils ne sont plus reconnaissables par le port obligatoire de signes distinctifs. Et c'est précisément là que l'antisémitisme moderne surgit, comme un soupçon. Les Juifs seraient suspects de comploter contre l'intérêt commun. L'argument en fait qui est donné par un certain nombre de révolutionnaires qui sont opposés à l'émancipation des Juifs, c'est en fait l'argument de l'arriération. Milo Lévy-Bruhl, philosophe politique, spécialiste de l'histoire juive et du socialisme français. Les Juifs, ok, en principe pourraient,
être des citoyens égaux, mais dans les faits, ils ont des mœurs, ils ont un certain nombre de coutumes qui vraiment ne les rendent pas capables d'être des citoyens. Et ça va avoir un effet profond, à mon sens, sur l'émancipation et ensuite sur le processus d'intégration. C'est que les Juifs vont vouloir donner des gages pour compenser cette idée d'un retard. Il n'y a pas d'inégalité juridique vécue par les Juifs. Ils sont bien émancipés au sens juridique du terme, ils ont une égalité des droits, mais ils sont chargés par cet enjeu de faire la démonstration qu'ils sont autant capables d'être français, des bons citoyens que les autres. Exactement. Ces gages, ça va être des gages d'intégration nationale et d'ascension sociale. Ils doivent montrer qu'ils sont patriotes, donc intégrés, et ils doivent montrer qu'ils sont capables de s'élever socialement. Et donc ça va donner lieu à un surinvestissement d'une figure en particulier qui concentre ces deux enjeux-là d'intégration nationale, donc de démonstration du patriotisme et d'ascension sociale. Cette figure, c'est la figure du haut fonctionnaire. Et donc la communauté juive, qui d'ailleurs change de nom et va s'appeler les Israélites pour montrer qu'on n'est plus comme les Juifs d'avant la Révolution, va survaloriser cette figure du haut fonctionnaire. Ils sont ultra individualisés. Donc la dimension de solidarité de groupe, d'existence des Juifs comme autre chose que juste des individus ayant une confession, toute cette existence juive qui ne se réduit pas juste à la confession sur le modèle en fait catholique ou protestant en fait de ce qu'est une religion, toute cette dimension-là du judaïsme va être abandonnée en fait en grande partie. Et par ailleurs, c'est un groupe qui va être citadin, plutôt très embourgeoisé par rapport à la moyenne des Français, etc. Mais dans cet enjeu de donner des gages. Donc voilà, la dynamique d'intégration, ce que j'appelle le processus d'israélitisation des Juifs de France, en fait le fait qu'ils deviennent des Israélites, ce qui est vraiment une condition sociale nouvelle, ça dure pendant plus d'un siècle, tout le 19e. On peut dire que l'antisémitisme primaire tel qu'il se fabrique au 19e, il est à la fois une théorie nationaliste, les Juifs mettent en danger l'harmonie, Jonas Pardo, la cohésion sociale. C'est une théorie d'ordre économique, puisque on dit que la féodalité a été remplacée par un nouveau système social qui est le capitalisme, et les agents de ce nouvel ordre de domination et d'exploitation seraient dus à une minorité qui serait les Juifs. C'est aussi une théorie raciale dans laquelle on oppose deux races supposées, j'utilise ce terme avec des guillemets évidemment, les Aryens qui seraient la quintessence de l'humanité, contrairement aux Sémites qui désignent les Juifs. Et l'antisémitisme permet donc de réunir toutes ces idées-là dans une théorie qui se veut à la fois biologique, scientifique, économique et politique. Le paroxysme de l'antisémitisme, c'est la Shoah. 6 millions de Juifs exterminés, non pas malgré les sociétés européennes, mais avec leur participation active. Après la défaite nazie, l'antisémitisme est discrédité. On ne peut plus s'en réclamer dans l'espace public occidental. Mais il est pourtant loin d'avoir disparu. L'antisémitisme s'est transformé, s'est déplacé et il a ressurgi. On a de nouvelles formes qui apparaissent, on en distingue deux principales. Celui qu'on appelle l'antisémitisme du rejet de la culpabilité de la Shoah, qui va naître juste après 1945. Ça va être le négationnisme d'abord, l'idée qu'on nie le crime, ou qu'on raconte que la Shoah aurait été inventée par les Juifs dans le but de justifier la création de l'État d'Israël. Mais ce sont aussi d'autres formes de rejet de la culpabilité, l'idée qu'on en ferait trop sur la Shoah, qu'on en parlerait trop, l'idée qu'aujourd'hui, les Juifs ou les Israéliens seraient devenus les nouveaux nazis. Donc ces renversements et ces modifications dans les accusations, ce qui permet de les expliquer, c'est l'idée de la purge de culpabilité qui naît dans l'après-Seconde Guerre mondiale. La deuxième forme d'antisémitisme contemporain est au cœur de l'actualité. C'est celle qui prend prétexte du conflit israélo-palestinien. Attention, on ne parle pas ici de la critique de la politique du gouvernement israélien. On ne parle pas non plus du débat sur l'histoire d'Israël, ni sur le projet sioniste en tant que projet politique. Ces débats existent, ils sont légitimes. On parle de quelque chose de différent et de plus simple à identifier à la fois. Des Juifs agressés en tant que Juifs, dans la rue,
à la sortie de la synagogue, dans leur immeuble, parce que l'agresseur les tient pour responsables de ce qui se passe à Gaza, parce qu'ils sont juifs. Cette mécanique-là, l'assignation collective, la responsabilité héritée, on y reviendra plus en détail dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, en effet, car à présent, il faut questionner l'autre haine au centre de cette série, l'islamophobie. Si l'antisémitisme a une généalogie longue, religieuse, puis raciale, puis politique, l'islamophobie s'appuie sur une autre histoire, plus récente, liée à la colonisation, puis à l'immigration postcoloniale. Pour autant, on repère au cœur de l'islamophobie des mécanismes communs avec l'antisémitisme, parmi lesquels l'essentialisation d'un groupe, le soupçon collectif, la fabrication d'un ennemi intérieur. L'islamophobie, pour moi, c'est un phénomène réactif à un fait social important, qui est le moment où le groupe social des immigrés et de leurs enfants se redéfinit lui-même comme étant un groupe musulman. Hamza Esmili. Évidemment, l'islamophobie a partie liée avec l'immigration postcoloniale et ouvrière. Et en fait, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette immigration postcoloniale et ouvrière, à un moment de son histoire, pour des raisons complexes, mais liées d'abord à la nature interne du groupe, en fait, a opéré une relecture de sa tradition religieuse et s'est redéfinie à cette lumière-là. Et cette relecture a conduit à une réaction de la société majoritaire qui est la réaction islamophobe. L'islamophobie, c'est une réaction d'abord d'un certain nombre de milieux et puis d'une manière générale, plus générale, une sorte de conscience collective existante dans la société majoritaire qui est celle que les immigrés, leurs enfants, allaient s'intégrer et devenir en fait une partie de nous, en fait, comme les autres. Et alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'intégration a eu lieu. Les immigrés, leurs enfants sont devenus français, c'est-à-dire au sens sociologique. Il y a eu intégration morale, il y a eu intégration dans le marché de l'emploi, il y a même ascension sociale, on le voit de plus en plus parmi le groupe des musulmans et des musulmanes. Néanmoins, cette intégration n'est pas une assimilation. Ce ne sont pas des Français comme les autres. Ce sont des Français, évidemment, mais ils conserve quelque chose d'une spécificité, d'une particularité qui est évidemment d'abord le fait qu'ils maintiennent une forme de solidarité à l'échelle du groupe, du sous-groupe, on devrait dire, c'est-à-dire qu'en fait ils existent comme un groupe secondaire dans une société plus large. Ça ne veut pas dire qu'ils sont séparatistes, mais ça veut dire qu'il existe quelque chose d'une vie morale interne. Et puis cette vie morale interne a des marques sur les individus, évidemment, on pense au premier lieu au hijab, le voile, mais il y en a d'autres. Et à mon avis, c'est ce paradoxe d'une intégration qui n'est pas une assimilation, et en tant qu'elle s'incarne aussi physiquement, que les gens le voient, qui suscite la réaction islamophobe. L'islamophobie, pour moi, c'est un racisme qui est particulièrement assimilationniste, dans le sens où il y a vraiment Rokhaya Diallo. Un refus de l'expression religieuse des musulmans, et un soupçon sur les musulmans de volonté de prendre le dessus sur la société et d'imposer des règles qui ne sont pas conformes en fait à la tradition majoritaire. Donc un soupçon de vœu de domination en fait. Absolument, de domination et en même temps de duplicité. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très très présent dans l'islamophobie. Et je parle vraiment pour ma part. J'ai été accusée à plusieurs reprises d'être une personne qui a influencé, par exemple, des attentats terroristes de la part de personnes qui se réclamaient de l'islam. Ça a été fait devant moi. Ça a été fait aussi, en mon absence, parce que je suis musulmane. C'est la seule raison qui fait qu'on imagine que derrière un discours qui va apparaître comme étant féministe, comme étant contre l'homophobie, contre la LGBTQIA-phobie de manière générale, il y a un autre discours qui est masqué, qui serait le discours que je réserverais à ma communauté religieuse. Et après, c'est toujours le soupçon d'être en fait l'ennemi intérieur, et donc d'être affilié à une entité étrangère qui nous financerait, qui nous donnerait des éléments de langage, dans le but en fait de subvertir la République ou voire de la renverser. Je ne critique même pas l'islam, moi je combats l'islamisation du pays. Le problème de l'islam, c'est que ce n'est pas une religion comme une autre. Subvertir, renverser la République. Ce vocabulaire circule, il s'organise même autour d'un mot. Un mot qu'on entend partout, sur les plateaux de certaines chaînes d'infos en continu, dans la bouche des représentants des extrêmes droites européennes, derrière certaines lois qui engendrent interdiction ou exclusion. Ce mot, c'est islamisme. Mais que veut-il dire exactement ? Hamza Esmili remonte le fil.
islamisme, dans la langue française classique, dans le Littré, chez Voltaire, chez Renan, ça veut dire l'islam. Islamisme, ça veut dire l'islam, ça veut dire la totalité de la religion islamique. Comme on dirait effectivement le christianisme pour parler de la doctrine, de l'Église, des chrétiens et ainsi de suite. C'est un terme qui est largement tombé en désuétude donc après le 19e siècle. Et qui a ressurgi, en fait, assez tardivement, à la fin du XXe siècle, pour décrire à ce moment-là quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire que, en fait, émergeait, notamment dans les sociétés à majorité musulmane, essentiellement et même exclusivement dans les sociétés à majorité musulmane, des groupes politiques qui prétendaient à la prise de pouvoir au nom d'un référentiel religieux, lui-même largement revisité. L'islamisme, même selon une définition stricte, c'est-à-dire en fait, une doctrine politico-religieuse qui vise à la prise de pouvoir dans les sociétés à majorité musulmane. Moi, c'est une définition que j'admets. Il existe des partis islamistes dans les sociétés à majorité musulmane et en fait, qui sont tendus vers la prise de pouvoir. Ce que Hamza Esmaili précise, c'est qu'il existe effectivement des mouvements qui prônent la politique et l'organisation des sociétés selon une interprétation réactionnaire de l'islam. C'est le cas en Algérie, en Syrie, en Iran et encore dans d'autres pays. Ça, c'est l'islamisme tel qu'il existe vraiment, là-bas. Mais le mot en France et en Suisse a glissé. Il ne désigne plus des partis, mais bien des gens. L'usage d'islamisme dans le débat public français, plus généralement européen, c'est en fait le conservatisme religieux. En fait, c'est-à-dire que on traite le conservatisme ou plus généralement en fait le piétisme. C'est-à-dire que les marques de la piété religieuse sont renvoyées à l'islamisme et là c'est en fait un passage qui est très marqué dans l'islamophobie. C'est-à-dire qu'en fait les marques, disons les plus ordinaires de la piété religieuse dans les sociétés cette fois-ci européennes, sont entendues comme étant en fait des formes d'affiliation politique, des expressions d'affiliation politique. Vous savez, c'est cette phrase célèbre, le voile comme étendard politique, on l'entend très souvent. Et donc, en fait, au-delà même en fait, de la justification des acteurs et des actrices, au-delà de leurs opinions politiques, elles manifestent, ces marques de la piété religieuse, un complot pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a dédoublé en fait, l'islamisme comme phénomène politique dans les sociétés à majorité musulmane, on l'a dédoublé en situation minoritaire. Et comme on ne trouve pas de parti, en fait, on va prendre donc les marques de la piété, les marques de la religiosité comme manifestation de ce complot qu'on est en train débusquer. C'est ça le grand problème, il me semble, de la conscience collective française, c'est qu'il existe des groupes, qu'il existera toujours des groupes, qu'il n'existe pas de société sans groupe d'appartenance, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, même quand les sociétés s'individualisent. En fait, l'individualisation se fait à l'intérieur des groupes, c'est toujours comme ça, on est toujours héritier d'une histoire collective, même quand on est un individu. Et c'est cette incapacité, en fait, à voir ça qui génère, en fait, la virulence islamophobe en France, et qui va finalement aboutir, pour le coup, à des formes de racialisation très classiques, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que en fait, cette intégration ne s'est pas faite telle qu'on l'espérait, qu'on aboutit en fait aux propos les plus directement racistes sur un plan biologique tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Hamza Esmaili a étudié de près le retour religieux chez les musulmans immigrés en France. Au XXe siècle, ils s'intègrent aux sociétés européennes sans pour autant s'y assimiler. Et c'est précisément là, selon lui, que se loge l'islamophobie, dans cette consolidation des groupes musulmans qui ne se dissolvent pas dans la société majoritaire. Les musulmans qui veulent rester musulmans sont alors suspectés de projets malveillants. Cette mécanique-là nous en rappelle une autre. À l'émergence de l'antisémitisme moderne au XIXe siècle, on en voulait déjà aux juifs de rester juifs. Pour former un groupe aux intérêts supposément opposés à ceux de la nation, ils étaient accusés d'entrisme, c'est-à-dire d'infiltrer les cercles de pouvoir dans le but de les contrôler de l'intérieur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle de phénomènes marginaux, de tensions résiduelles, ou bien de quelque chose qui s'installe, qui s'amplifie ? Ces dernières années ont été marquées, scandées par une série de violences, des meurtres. On en a eu 2 il y a quelques mois, dans un laps de temps très court, des tentatives de meurtre. Récemment, un cas qui a été jugé qui a voulu égorger son voisin. Et on a eu plusieurs cas comme ça. Au Cutter, par exemple, quelqu'un qui a voulu, pareil, égorger un jardinier qui travaillait là, c'était dans le nord de la France. Récemment aussi, on a eu quelqu'un qui a été, pour le coup, assassiné, donc écrasé par une voiture, toujours dans le nord de la France, par l'ex-compagnon de sa compagne qui ne supportait pas qu'elle soit mise avec un musulman.
Pour Hamza Esmili, ces violences ne tombent pas du ciel, elles s'inscrivent dans un climat, celui d'un discours qui, depuis 20 ans au moins, présente les musulmans comme une menace existentielle. Ces dernières années ont été le lieu de une série d'assassinats, de tentatives d'assassinats, d'une virulence, encore une fois, que je ne crois pouvoir expliquer qu'à travers la menace ressentie. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui assassinent pensent réellement être menacées dans leur existence. Ça, c'est aussi un point qu'on retrouve avec l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de lien entre la menace vécue et la volonté d'effacement d'autrui. Donc évidemment que quand on a passé des années à rabâcher qu'il y avait menace sur tous les tons et dans tous les médias et dans toutes les sphères politiques, peut-être qu'à un moment, des gens prennent au sérieux cette menace. On sait depuis l'autopsie pratiquée ce matin que son meurtrier l'a massacré de 57 coups de couteau. Il a attendu que le malheureux se prosterne au sol dans une position de prière pour le frapper au dos, puis... Avril 2025. Aboubakar Cissé, 22 ans, est assassiné en pleine prière dans la mosquée de la Grande Combe dans le Gard. Peu après, pour la première fois, un Premier ministre français prononce le mot islamophobie. François Bayrou, qui est Premier ministre à ce moment-là, quand il dit que en fait c'est une ignominie islamophobe, là-dessus, il est en avance sur la société, par exemple. C'est frappant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne dit pas ce que dit CNews, il ne dit pas ce que dit Le Figaro, il ne dit pas ce que dit en fait tous les médias de droite qui, vous aviez raison de le rappeler plus tôt, sont majoritaires. Voilà, il dit les termes tels qu'ils devraient être dits. Et la France n'est pas une exception. En Suisse aussi, ce racisme anti-musulman s'organise. Pour comprendre comment il fonctionne ici, on est allé voir Amir Dziri. Il dirige le Centre suisse Islam et Société à l'Université de Fribourg. Il vient de publier la première grande étude de référence sur le racisme anti-musulman en Suisse, mandatée par le Service fédéral de lutte contre le racisme. De manière générale, les commentaires haineux contre les musulmans ainsi contre d'autres minorités religieuses en Suisse ont augmenté ces derniers mois. Donc, il y a beaucoup de cas très concrets. Souvent, on n'en entend pas dans les médias, mais ce sont quand même des choses très concrètes qui se passent dans le quotidien. On constate aussi que les procédures pénales, les dernières années ont augmenté, donc qui traitent du racisme. Et il y a encore un autre chiffre important, à peu près sur 2500 personnes, il n'y a qu'une seule qui signale la discrimination. Donc il y a aussi, où on part du principe qu'il y a un sous-signalement des expériences. En mars 2025, Sadia, qui vit à Lausanne avec son fils de 5 ans, est agressée physiquement par sa voisine qui tente de lui arracher son foulard devant son fils qui assiste à toute la scène. Elle m'a serré au niveau du cou avec sa main en me disant « Sale race, dégage, ici c'est chez moi ». L'enfant a été traumatisé par la scène. Depuis, il dort mal, évoque souvent la scène et demande à déménager par peur de recroiser l'agresseuse. Extrait page 49 du rapport Diac. À l'été 2025, Amina, une jeune femme portant le foulard, se voit refuser l'accès à un restaurant à Genève au motif que les couvre-chefs y seraient interdits. Le gérant, à l'origine de la consigne, se filme régulièrement sur les réseaux sociaux et affirme dans l'une de ses vidéos qu'il faut combattre le grand remplacement des musulmans. Extrait du rapport Diac, pages 40 et 42. Derrière ces actes attend une réalité massive et invisible. Le rapport Diac, le Centre d'écoute et observatoire contre le racisme anti-musulman, le traduit en quelques phrases. 35% des personnes musulmanes déclarent avoir subi une discrimination contre 17% en moyenne pour la population résidente en Suisse. Pourtant, une seule personne musulmane sur 2471 ayant déclaré avoir subi une discrimination a procédé à un signalement formel. Le nombre de signalements effectués par des personnes juives est 27 fois plus élevé. Cet écart révèle un non-recours structurel massif qui dépasse la seule question de l'accessibilité des dispositifs et renvoie à des facteurs de confiance, de reconnaissance institutionnelle et de perception
de l'efficacité des démarches. Extrait page 24-25 du rapport Diac. On est parti d'une conférence à Genève, un soir de mars, une soirée où le dialogue était devenu impossible. On a voulu comprendre pourquoi. Dans cet épisode, on a d'abord bataillé sur les mots. Antisémitisme, islamophobie, racisme anti-musulman. Des termes contestés qui disent déjà quelque chose sur la façon de voir le phénomène. Puis on a remonté le fil de l'histoire pour voir d'où viennent ces deux haines, pourquoi elles ne sont pas nées ensemble et quels mécanismes elles partagent pourtant. Et les chiffres enfin. En France, en Suisse, les actes antisémites et islamophobes augmentent. Ces violences ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent dans un climat, celui d'un discours qui depuis 20 ans fabrique des ennemis intérieurs. Deux haines qui progressent en parallèle. Et pourtant, dans le débat public, elles finissent presque toujours en concurrence. Comme si nommer l'une revenait à nier l'autre. Alors pourquoi ? Qui entretient cette opposition ? Quelles forces politiques, quels relais médiatiques ont intérêt à dresser ces deux racismes l'un contre l'autre ? C'est ce qu'on explorera dans le prochain épisode. Juifs, musulmans, tenir ensemble. Une série documentaire podcast produite et réalisée par Chahut Média, Carole Harary et David Brun-Lambert. Conseiller scientifique, Jonas Pardo. Avec le soutien du SLR, Service de lutte contre le racisme, du Bureau d'intégration et de la citoyenneté de l'État de Genève et du Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme de l'État de Vaud. Et avec le soutien du service Agenda 21 Ville Durable.